les jours, dès 16h, historiquement, votre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qui se chantent, qui se dansent comme une chanson populaire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Clémentine, aujourd'hui, vous nous parlez d'une chanson populaire. L'Internationale, populaire, mais dont la création comporte pourtant une tragique histoire de faussaire. Tout à fait. Mais pour commencer, est-ce que vous savez tous les deux qu'à l'origine, l'Internationale était une parodie de la Marseillaise? Elle n'avait pas de musique, elle devait être chantée sur la musique de la Marseillaise. Oui. Essayez tous les deux le premier couplet. Sur la Marseillaise? Sur la Marseillaise. Vous prenez la musique de la Marseillaise avec Debout les damnés de la terre. Alors, attends. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Donc vous voyez que ça colle parfaitement. Surtout chanté par nous. Non mais bravo, bravo Mathieu, très bien. À l'origine, donc c'était juste un poème, un poème dont l'auteur s'appelait Eugène Pottier, un communard qui avait dû fuir la France pour l'Angleterre après au moment de la répression de la Commune, et qui a d'ailleurs été condamné à mort par contumace. Il revient en France en 1887 après l'amnistie, et là il publie un recueil de poèmes qui contient l'Internationale, qui est sous forme de poème à la gloire de l'Internationale ouvrière, et il dédie cette œuvre à une personnalité de la Commune de Paris, un certain Gustave Lefrançais, quel bien beau nom, un socialiste révolutionnaire et anarchiste français. Donc à ce stade-là, l'Internationale n'est encore qu'un poème, mais en 88, le poème devient chant. Il est mis en musique par un certain Pierre de Jeter, ouvrier câbleur dans l'industrie ferroviaire à Lille, et ce Pierre de Jeter, qui est né à Gand en 1848, aime beaucoup la musique. Il a pris des cours du soir à l'Académie de musique, et bien plus tard, à 38 ans, il obtiendra un premier prix de l'Académie de musique. Et c'est lui qui va composer, faire répéter par une chorale d'ouvriers lillois qui s'appelle La Lyre des Travailleurs, cet air de sa composition. Et donc, le dimanche 23 juillet 1888, lors d'une sortie organisée par le syndicat des marchands de journaux, La Lyre des Travailleurs chante pour la première fois l'Internationale en public. Et cette première se déroule dans un estaminet lillois qui s'appelait La Liberté. Ça ne s'invente pas, c'est beau. Ça fait partie de la légende de l'Internationale. Par la suite, bien sûr, vous le savez, elle va être adoptée et chantée dans la plupart des gouvernements socialistes et révolutionnaires, au point que lorsque débute la Première Guerre mondiale, toute l'Europe socialiste chante l'Internationale. Et en 1919, année de la naissance du Comintern, on l'a choisie pour unir le mouvement révolutionnaire mondial. Bon, tout ça, c'est très beau, mais alors Pierre de Jeter, cet ouvrier musicien, lorsqu'il a composé cette musique, il a signé de son seul patronyme. Et ça va engendrer une histoire absolument sordide de droits d'auteur autour de l'Internationale, parce qu'elle devient un vrai tube, vous l'avez compris. Et l'auteur de la musique, Pierre de Jeter, il a quitté Lille. À un moment, il se retrouve au chômage, et tout d'un coup, stupeur et tremblement, il découvre sa partition signée de la main de son petit frère Adolphe, qui a 11 ans de moins que lui et qui lui aussi est un fan de musique. Alors attention, Adolphe n'a pas endossé la paternité de l'Internationale pour s'enrichir, parce qu'il a donné les droits au parti ouvrier. Mais enfin, Pierre de Jeter la trouve quand même mauvaise, donc il va intenter un procès non seulement à son propre frère, mais à ses anciens camarades de la Lyre, parce que tous ont témoigné sous serment que c'était Adolphe qui avait composé l'Internationale. Bon. Il semblerait qu'il y ait eu quelques divergences idéologiques entre les deux frères, et c'est pour ça qu'il y a eu un peu de bisbille. On en est là quand survient la guerre. Mais en 1916, Adolphe se suicide en laissant une lettre où il avoue la supercherie, et il désigne Pierre de Jeter, son frère, comme seul compositeur de la fameuse musique. La Cour d'appel de Paris ne restituera la paternité de l'œuvre à Pierre de Jeter que 8 ans après la mort de son frère en 1922. Et chose tout plus pathétique encore, elle a ordonné que soit effacée sur la tombe d'Adolphe de Jeter toute référence à l'Internationale. Si vous voulez aller en juger par vous-même, la tombe d'Adolphe de Jeter se trouve au cimetière de l'île Sud, 44e division. Donc on est allé, comme le faisaient les pharaons qui faisaient détruire le cartouche de leurs prédécesseurs, on a rogné tout ce qui concernait l'Internationale. Le vrai compositeur est alors rétabli dans ses droits, qu'il l'abandonne aussitôt
à la SFIO. À aucun moment, ça n'a été une histoire d'argent, l'histoire de l'international. Et quand il a 79 ans, Pierre de Jeter est invité à Moscou par Staline en 1927, parce qu'il y a les célébrations du 10e anniversaire de la Révolution russe. Et Staline va même lui accorder une petite pension à titre de droit d'auteur, parce que l'international a quand même été l'hymne soviétique de 1922 à 1944. Donc Staline estimait que ça valait bien quand même quelques sous. Alors cela dit, Pierre de Jeter mourra quand même dans la gêne le 26 septembre 1932 à 83 ans. Mais ses funérailles au cimetière de Saint-Denis ont été suivies par 50 000 personnes. Mais qui se souvient de nos jours de Pierre de Jeter, auteur de l'International? Bon, il y a quand même un collège à son nom à Saint-Denis. Et sa chanson qui a été traduite dans pratiquement toutes les langues au monde, dont le zoulou. Figurez-vous, donc j'ai regardé de près Zigila Zegwelonke Vukanevjgoken Lobukwili. Ça doit vouloir dire prolétaire de tous les pays où c'est la lutte finale. Je ne sais pas au juste. Mais en tout cas, tout ça est quand même très grandiose. Et même remerciement à ces deux compositeurs. Vous voyez, il y a une histoire de bisbille entre frères, mais malgré tout, des droits d'auteur donnés au peuple. Ça, c'est quand même logique. Tout est bien qui finit bien. Merci Clémentine.